Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Vladimir Danesi. Bonjour Vladimir. Bonjour Henri, bonjour à toutes et à tous. Alors Vladimir qui est directeur multigestion chez Swiss Life Gestion Privée, qui s'occupe de la location des portefeuilles en gestion pilotée de certains de nos contrats d'assurance vie. Alors aujourd'hui, on a voulu faire ce webinaire avec Vladimir, qui est un habitué de nos webinaires, qui vient régulièrement chez nous, pour faire un point à mi-année sur le contexte financier, sur les marchés financiers, un point également performance, dans un environnement qui est un petit peu chahuté. On est entre les deux tours des élections législatives. On voit bien que les marchés actions, les marchés obligataires sont un petit peu plus fébriles que d'habitude, même si c'est la loi des marchés ou c'est la vie des marchés d'être par moment un petit peu sujet à des soubresauts. En tout cas, voilà, on est ensemble pendant environ 45 minutes. Vous avez l'habitude de ce type de présentation, une partie présentation par moi-même et Vladimir avec quelques slides pour vous présenter quelques sujets qui nous tiennent à cœur, une partie réponse, questions-réponses à la fin, une dizaine de questions. Vous êtes comme toujours très nombreux à nous poser des questions. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Par contre, on ne peut pas répondre à toutes les questions malheureusement. Donc, on a essayé de regrouper les questions, les thématiques qui n'auront pas été abordées. Bon, voilà, comme d'habitude, on reviendra par vous, par mail ou par téléphone dans les prochains jours. N'hésitez pas également à nous laisser des commentaires, à nous laisser des réactions pendant cette présentation. C'est toujours sympa d'échanger avec vous, de répondre à quelques questions également si on peut le faire. Et puis de nous donner également des idées si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochains mois, puisqu'on a l'habitude de faire entre 4 et 6 webinaires par an, mais peut-être qu'on en fera un petit peu plus si on a plein de sujets à vous proposer. Voilà, allez, on commence avec une première slide. On n'a pas fait encore de bilan cette année des fonds en euros. Alors, c'est encore le moment, puisque le fonds en euros retrouve une place assez centrale aujourd'hui dans les allocations. Je le rappelle, le fonds en euros qui est l'actif garanti par excellence de l'assurance vie et de l'épargne retraite, du PER, garanti en capital à tout moment. Sur cette courbe, vous voyez l'historique de rendement du fonds en euros. C'est la moyenne du marché qui est donnée soit par France Assureur, anciennement la Fédération française de l'assurance, ou par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Vous avez le rendement ici, historique moyen depuis 2010, qui était à 3,40%. On est tombé à un point bas 2020-2021 à 1,30%. Le rendement est net de frais de gestion toujours, mais brut des prélèvements sociaux 17,2%. C'est la CSG, CRDS. Il faut retirer ça. C'est prélevé annuellement sur le rendement du fonds en euros. Et depuis 2 ans, avec la hausse des rendements obligataires, puisqu'un fonds en euros, c'est environ 80% d'actifs obligataires en moyenne, avec la hausse des taux d'intérêt, on a également le rendement du fonds en euros qui commence à rebondir un petit peu. Donc, on était à 1,91 en moyenne en 2022. On est à 2,60 cette année. C'est une estimation encore, mais on sera peu ou prou à ça, de toute façon, quand ce sera totalement affiné. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça permet au fonds euro de redevenir attractif. Et ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il y a de gros écarts, parce que là, on est sur la moyenne du marché, mais de gros écarts entre les acteurs. Et vous allez le voir, on a également décidé de vous présenter sur la slide suivante les rendements que l'on a pu afficher sur les différents contrats proposés par placementdirect.fr, les rendements 2023. Alors, sur le premier tableau, vous pouvez voir que en 2023, le rendement du fonds en euros pour les contrats d'Argeling, placement direct vie et PER, placement direct, donc assuré par Swiss Life ici, les rendements ont plutôt été très bons, surtout sur la partie haute en fait, puisque historiquement, vous savez, Swiss Life a toujours incité à avoir une allocation assez diversifiée entre le fonds euro et les supports en unité de compte, en mettant en place un bonus de rendement. C'est une pratique commerciale qui existe depuis plus de 10 ans. Et ce que l'on peut voir, c'est que le rendement va jusqu'à 4%. Il y a un double bonus, un bonus selon donc la cote par UC, entre 40 et 60% du contrat est supérieur à 60%. Également un bonus supplémentaire de 20 centimes pour les clients qui allouent plus de 250 000 euros d'épargne à l'assureur. Donc, on a des rendements pour ceux qui jouent le jeu de la diversification de leurs contrats, qui sont compétitifs. Pour le 100% fonds en euros, on ne l'est pas particulièrement, on ne l'a jamais vraiment été, mais pour contrecarrer ça, on a décidé en fin d'année dernière avec Swiss Life de lancer un nouveau contrat d'assurance vie monosupport. Donc ça, c'est le tableau du dessous qui s'appelle Placement Direct Euro Plus. C'est un contrat très simple, on revient presque 20 ans en arrière quelque part, monosupport, donc il n'y a que le fonds en euros dedans. On a souhaité le lancer pour profiter de la hausse des taux. Vous savez qu'un fonds obligataire, un fonds en euros, c'est environ, donc, comme je le disais, 80% d'actifs obligataires. L'assureur détient les obligations entre 7 et 8 ans en moyenne. Donc, ça veut dire que chaque année, il aura 12 à 15% de son portefeuille qui va être réinvesti. Donc, pour profiter du nouveau contexte de taux d'intérêt, ça va mettre un petit peu de temps sur l'actif général. Pour en profiter plus tôt, le seul moyen, c'est de créer un nouveau fonds en euros. C'est ce que l'on a souhaité faire et ça nous permet, avec Placement Direct Euro Plus, qui a fait 4,10 l'année dernière, un net de frais de gestion, d'avoir pour nos clients
qui sont totalement averses au risque, quelque chose de très compétitif. Parce que nouveau fonds en euros 100% obligataire qui a été lancé à un moment où les taux d'intérêt sont très attractifs, très compétitifs, et donc on est assez content de pouvoir servir de façon assez compétitive tous nos clients et tous nos profils de clients, que ce soit en assurance vie ou en épargne retraite. Si on regarde maintenant les autres contrats, parce qu'on n'a pas que des contrats assurés par Swiss Life, hein, même si on est une filiale de Swiss Life, on est courtier avant tout, donc on peut distribuer des contrats assurés par d'autres assureurs. Si on regarde le contrat placement direct essentiel, hein, qui est assuré par Generali, là aussi, il y a un bonus de rendement sur le fonds euro Netissima qui est attribué selon la quote-part en unité de compte. Ce contrat a la particularité d'avoir deux fonds d'euros, hein, donc le fonds euro Eurocima, Netissima qui est une allocation un petit peu plus dynamique, qui a servi là aussi à un rendement très compétitif. C'était pas le cas de Generali pendant des années. Hein, ces dernières années, les rendements de Generali sur le fonds euro avaient été beaucoup moins compétitifs. Cette année, ils le redeviennent puisqu'ils évoluent jusqu'à 4,12%. Point à noter d'ailleurs, pour les nouveaux versements depuis le début de l'année, et encore jusqu'à fin juillet, il y a un bonus de rendement qui est attribué sur le fonds euro Netissima pour les souscriptions nouvelles ou les nouveaux versements libres sur votre contrat placement direct essentiel. Un bonus de 1,50% valable en 2024 et en 2025. Donc ça, c'est assez sympathique. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, quand on regarde un peu dans le rétro, les assureurs voulaient plus du tout collecter sur le fonds euro. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc quelque part, c'est l'occasion aussi d'en profiter, à condition bien sûr d'être au courant. On essaye de communiquer un maximum avec vous, hein, pour que vous soyez au courant de ce type d'opportunité. Donc sur Netissima, encore pendant un mois environ, il y a quelque chose d'intéressant pour les nouveaux versements. Donc ça peut être pourquoi pas quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi. Et si on regarde également notre dernier né côté PER, donc plan d'épargne retraite maintenant, donc ça c'est le tableau du bas, assuré par l'UMR qui s'appelle placement direct retraite ISR, donc un plan d'épargne retraite. Ici c'est assez simple, hein, c'est un fonds en euros qui délivre un seul et même rendement pour tout le monde, quelle que soit l'allocation du contrat, quel que soit le montant d'encours sur le contrat, qui a été de 3,30% en 2023. Vous avez l'historique là également depuis 2020. Donc le rendement très compétitif, hein, on rappelle 2,60 de moyenne sur le marché, 3,30 sur un rendement flat et équivalent pour tout le monde. C'est plutôt très compétitif. Donc on est quand même assez content d'avoir des contrats qui sont au global assez compétitifs pour toute notre offre en tout cas. Alors, vous avez d'un côté le fonds euro, mais vous avez également une logique de diversification qui est bien sûr sur un horizon moyen-long terme, si votre profil le permet, mais c'est quand même le cas très souvent, d'avoir une part risquée. Donc là, on a pris l'exemple du contrat placement direct vie. Si vous souhaitez donc avoir une diversification de votre contrat, vous avez 2 options. La première, c'est de faire votre sélection par vous-même des supports en unité de compte de votre contrat. Alors sur nos contrats d'assurance vie, que ce soit placement direct vie Darjeeling ou placement direct essentiel, nous avons entre 800 et 1100 supports d'investissement. Donc le choix est très très large. Quelque part, vous pouvez faire votre marché. La tarification du contrat placement direct vie est à 0,5% sur les unités de compte. On est à 0,8% sur les ETF et les titres vifs. C'est quelque part une offre très très large en multigestion bien sûr. Il y a plus de 130 sociétés de gestion qui sont référencées. Il y a même des titres vifs sur le contrat placement direct vie, une 60aine d'ETF. Donc voilà, une 20aine de supports immobiliers. Donc c'est très complet. Si vous souhaitez avoir une solution plutôt clé en main, vous opterez dans ce cas-là pour une allocation pilotée. Donc là, c'est Vladimir qui s'en occupera, qui est avec nous, selon différents profils qui vous sont proposés, différentes forces, hein, plus ou moins risquées, donc avec plus ou moins d'actifs risqués, donc d'actifs en action et une quote-part obligataire derrière pour mesurer aussi un peu le niveau de risque. Donc tout ça, c'est Vladimir qui s'en occupe. Et là-dessus, il faut juste rajouter 0,4% de frais de mandat en termes de frais de gestion. Donc vous êtes à 0,9% sur le contrat placement direct vie pour une allocation toute clé en main, hein, quelque part. Hein. Donc ça, c'est bien. Et petite particularité, parce que il n'y a pas tant de contrats que ça qui le proposent sur le marché, mais il est possible de mixer ces 2 modes de gestion au sein d'un même contrat, donc d'avoir et de l'allocation libre et de l'allocation pilotée. On appelle ça une sorte de gestion panachée ou une gestion mixte. Et donc, vous pouvez le faire sur un seul et même contrat. Il y a beaucoup de contrats qui ne le permettent pas et vous êtes obligé de souscrire 2 contrats. Donc voilà, donc si vous souhaitez vous challenger avec Vladimir, avoir votre propre allocation et Vladimir quelque part à la sienne, et vous voyez qui gagne à la fin de l'année, hein, ou plutôt à la fin de 5 ans, parce que c'est pas sur un an qu'on parle. Mais c'est possible si vous souhaitez mettre d'autres types de supports qui vous tiennent à cœur, hein, des supports immobiliers, des titres vifs, des ETF, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est un contrat assez complet, placement direct vie avec une tarification assez compétitive. Bon, je laisse Vladimir maintenant vous présenter un peu un point conjoncture parce qu'il y a pas mal de choses à dire actuellement.
Parfait, merci beaucoup Henri. Oui, je vais commencer avant de vous présenter ce que vous pouvez challenger. Donc, cette partie un peu conjoncture, parce qu'il me semblait être important de revenir sur quelques éléments. Le premier, qui, de notre point de vue, reste quelque chose de très important et qui a été pendant plusieurs années, en définitive, un élément clé dans l'ensemble de la conjoncture économique et de l'impact sur les marchés financiers, c'est l'inflation. Alors celle que je vous présente là, c'est une inflation un peu particulière. C'est ce qu'on appelle l'inflation cœur, qui est celle qui ne tient compte ni de l'énergie ni de la nourriture. Alors pourquoi présenter cette inflation? Le premier point, c'est qu'en fait, elle est moins variable dans le temps. Ce que j'entends par là, c'est que, vous le savez probablement, le prix du carburant à la pompe, ça peut bouger de façon assez forte, et tout ce qui est alimentaire aussi peut être assez variable dans ses composantes de prix. Et donc, ce que regardent souvent les économistes, et notamment ce que regarde de très près la Banque centrale européenne, c'est cette fameuse inflation core. C'est celle des produits durables, donc c'est l'inflation de tout l'électroménager, mais aussi il y a un peu de loyer, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte. Cette inflation, on le voit bien, il y a eu un pic pendant le mois d'avril 2023, donc ça fait à peu près maintenant plus d'un an que, je dirais, nos chers banquiers centraux sont parvenus à faire en sorte que cette inflation se réduise. Elle s'est réduite de façon régulière, assez rapide au début, un peu moins rapide ces derniers temps. On voit même que sur le dernier mois, on a un tout petit rebond de cette inflation. Mais surtout, cette inflation, elle est malgré tout au-dessus de la cible. Vous le savez, si vous écoutez, je dirais, des médias, toute la partie financière parle toujours du 2% de cible d'inflation de la part des banques centrales. Là, on est plutôt aux alentours de 3 et ça se stabilise. Donc oui, les banquiers centraux sont parvenus à lutter contre l'inflation de façon assez efficace, assez rapide, mais attention, cette inflation semble se stabiliser aujourd'hui sur des niveaux un peu plus élevés que ce dont on pouvait avoir l'habitude avant. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir vivre avec cette inflation légèrement supérieure à 2, peut-être pas loin de 3%? Ça, il y a encore pas mal d'incertitudes, mais voilà. Je dirais que globalement, le travail a été fait, il reste peut-être un petit élément complémentaire. Alors généralement, quand on a de l'inflation élevée, et une lutte, on va dire, de l'inflation par de la hausse des taux de la part des banques centrales. La hausse des taux, en fait, la conséquence, c'est que, en définitive, ça réduit l'appétence à l'emprunt, donc il y a moins de gens qui empruntent, il y a donc un peu moins de consommation, il y a donc généralement un peu moins d'activité. Et la plupart du temps, on se retrouve avec des récessions dans des phases un peu comme celle-ci. Cette fois-ci, la chose qui est plutôt, je dirais, une bonne nouvelle, c'est que, on le voit, on est resté pile au-dessus de zéro au niveau de la zone euro en glissement annuel sur les économies. On n'a pas eu de phase de récession en tant que telle. Alors, quand je dis ça, c'est bien au niveau de la zone euro. Il y a certains pays qui ont connu des récessions. Un dont on ne pense pas, auquel on ne pense pas, nécessairement, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a été un peu en récession. La France ne l'a pas été. C'est quand même à noter. Mais globalement, l'économie résiste bien. Alors, le rebond va être un peu difficile parce que les taux d'intérêt restent un peu élevés. Mais globalement, on est plutôt dans une bonne situation économique. Et notamment, un autre indicateur qui est important sur cette partie économique, c'est les marchés du travail, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, qui se portent globalement bien. On a des niveaux de taux de chômage qui sont assez bas, qui le restent, et il y a pas trop, je dirais aujourd'hui, d'annonces d'entreprises qui sont dans des phases de licenciement, de réduction du personnel. Donc globalement, l'économie résiste bien. Ceci étant dit, que font les banques centrales qui sont un peu les grands acteurs économiques d'aujourd'hui? Alors, la Banque centrale européenne, elle l'avait promis, elle l'a fait, elle a baissé ses taux tout récemment, au début du mois de juin, de 0,25%. Mais vous le voyez sur ce graphique, on vient d'un plateau avec des taux d'intérêt à 4% qui ont duré quand même
pas tout à fait un an, mais pas très loin. On est aujourd'hui revenu à 3,75. Vous voyez toute cette phase de hausse qui est importante. Donc voilà, la BCE a démarré, la Banque centrale américaine qui s'appelle la Réserve fédérale, elle, n'a pas encore baissé ses taux. La question est de savoir quand elle va le faire, mais surtout, l'un des points cruciaux qu'il faut relever sur ces baisses de taux, et c'est un peu le 8 mai dans le titre, c'est que au début de l'année 2024, hein, donc il y a quelques mois seulement, tout le monde anticipait, quand je dis tout le monde, les marchés financiers, les grands investisseurs, anticipaient que les banques centrales, que ce soit européennes ou américaines, allaient baisser leurs taux 4, 5, 6 fois avant la fin de l'année 2024 et que ça allait aller assez vite dans des proportions assez élevées. Aujourd'hui, on est plutôt à se poser la question, c'est est-ce qu'ils vont le faire ne serait-ce que 3 fois d'ici la fin de l'année? Ce n'est même pas sûr, il y aura peut-être qu'une ou 2 fois. Encore une fois, la BCE l'avait tellement annoncé en avance que ça paraissait difficile de ne pas le faire. Ça aurait été une trop forte déception. Mais la Réserve fédérale américaine ne l'a pas encore fait. Et la Banque centrale européenne a annoncé de façon très, très explicite que les prochaines baisses de taux dépendront de la situation financière et notamment, sur ce que je vous montrais auparavant, de la situation de l'inflation. Et comme on l'a vu donc précédemment, cette inflation, notamment cette inflation cœur, hein, cette fameuse inflation des biens durables, elle reste à des niveaux assez élevés, puis elle semble un peu se stabiliser. Donc attention, on est effectivement de toute façon rentré dans une phase de baisse de taux. Il ne faut pas s'attendre à ce que les banques centrales remontent leurs taux, mais ce rythme de baisse peut être un peu moins rapide qu'anticipé, ou des amplitudes moins importantes qu'on avait pu l'anticiper jusqu'ici. Donc, globalement, on est dans une conjoncture un peu entre deux eaux, avec une situation économique qui, presque d'une certaine façon, a mieux résisté que prévu, mais des taux d'intérêt qui risquent de rester un peu élevés, un peu plus longtemps que prévu, même si on a devant nous, de toute façon, globalement, des baisses de taux à venir. Alors, dans ces contextes-là, et pour parler un tout petit peu, toucher quelques mots sur les événements récents, hein, on a eu en Europe récemment des élections européennes. En France, nous en connaissons tous les conséquences. Et ce que l'on voulait souligner, c'est l'intérêt, je dirais, d'avoir une approche très internationale dans une construction de portefeuille. Comme je vous l'ai dit, la Banque centrale européenne a déjà commencé à baisser ses taux, la Réserve fédérale américaine ne l'a pas fait. On a en plus des marchés d'actions qui peuvent avoir des comportements un peu différents. On voit sur ce graphique, en fait, en bleu, c'est depuis le début de l'année l'évolution de l'indice de la Bourse de Paris, du CAC 40. Alors, tous ces indices sont, je dirais, calculés un peu de la même façon. Hein. On réintègre aussi les dividendes, puisque c'est de l'argent qui rentre, je dirais, dans la poche des investisseurs, si je puis me permettre. Et en bleu, vous avez le CAC 40 avec la période récente de turbulence. Je crois que pour l'instant, il faut rester sur, je dirais, plutôt un discours de turbulence. Hein. On a perdu à peu près 6,5%, très précisément 6,25% sur le mois de juin pour le CAC 40. C'est une baisse, effectivement, ce n'est pas non plus une baisse dramatique. On voit un peu l'impact, malgré tout, de ce qui se passe sur les actions françaises, sur les actions de la zone euro, avec cette courbe en rouge, mais que déjà, le simple fait de ne pas être franco-français, mais un peu plus zone euro, permet d'avoir quelque chose qui, d'une certaine façon, bouge de façon moins importante, moins chaotique. Et puis en vert, vous avez les actions internationales et finalement, je dirais, une performance qui est plus régulière. Alors, ça n'arrive pas systématiquement. Il y a des périodes où ce n'est pas nécessairement très intéressant d'être sur la partie actions internationales diversifiées. Ça a été le cas notamment en 2022, hein, où les actions françaises ont fait mieux même que les actions américaines, le tout revu en devise, en autre devise qui est l'euro. Mais globalement, sur la durée, c'est assez intéressant d'avoir ce type d'approche et ça permet, hein, pour faire le rapprochement avec la partie précédente,
finalement de ne pas être lié à une économie en particulier, mais véritablement en fait de pouvoir un peu naviguer sur différentes économies, puisque dans cet indice en vert, vous avez des entreprises américaines, mais aussi asiatiques. C'est vraiment tout le monde qui est représenté. Je vais finir cette partie avec quelques éléments de performance de fait sur les fameuses forces qu'a évoqué Henri au début de la séance. Force 6 est celui qui est le plus dynamique comme portefeuille et donc qui, de façon structurelle, est le plus exposé aux actions. Force 1, en revanche, est, je dirais, le plus prudent de tous ces portefeuilles, donc le moins exposé aux actions, aura probablement plus de marchés obligataires, mais pourra aussi avoir, je dirais, des positions sur des instruments beaucoup plus sécuritaires. Et vous voyez que sur cette année, cet aspect de diversification internationale que l'on met en œuvre dans ces portefeuilles, on a depuis plusieurs années maintenant cette optique de privilégier je dirais un environnement très global, d'avoir un peu une palette d'investissement la plus large possible. Et vous voyez que sur Force 6, net des frais de gestion du contrat se retrouve à 7,5% à peu près de performance depuis le début de l'année. Et vous avez malgré tout Force 1 qui est pas loin de 3%. Alors c'est vrai que 3%, c'est pas non plus une performance énorme. Maintenant, c'est sur la moitié d'une année. 3%, c'est à peu près ce que l'on récupère sur l'ensemble de l'année sur un produit monétaire. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Surtout, le point ici que je voulais souligner, c'est que sur le mois de juin, je l'évoquais, le CAC 40 baisse d'un peu plus de 6%. Vous avez aussi les actions de la zone euro qui sont en baisse. Et les allocations déléguées, notamment Force 6, une progression de l'ordre de 1,3, 1,4% sur le mois de juin. Et vous voyez que cette diversification internationale a vraiment apporté beaucoup dans la stabilité, la régularité des performances. Et on en profite bien cette année, même si, encore une fois, certaines années, ce n'est pas favorable. Sur la durée, sur l'ensemble d'un cycle et surtout sur un horizon d'investissement un peu long, tel que peut l'être un contrat d'assurance vie, nous estimons que c'est plutôt payant d'être investi sur ce type de choses. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur Force 6, il y a une exposition à peu près de 75% d'actions. Sur ces 75% d'actions, vous avez une grosse moitié sur l'Amérique du Nord et vous avez moins d'un quart sur l'Europe. Sachant qu'il s'agit d'Europe continentale, ce qui inclut beaucoup de pays, y compris la Suisse, et au final, vous avez moins de 5% en fait d'exposition sur le marché action français. Il y a aussi beaucoup d'Asie, si on prend l'ensemble de l'Asie et le Japon, on est à près de 20% d'exposition sur ces zones-là au sein de l'allocation déléguée Force 6. Et globalement, vous prenez ça, ce 75% d'exposition Force 6, vous le diminuez progressivement pour les autres, mais la répartition en termes de pays à l'intérieur de la poche reste à peu près semblable pour toutes les forces. Voilà, je vais m'arrêter là pour passer à d'éventuelles questions qui pourraient y avoir. Mais l'idée, si je devais marteler un message, c'est diversification permet de limiter les risques et à la fin de générer de la performance de façon beaucoup plus régulière. Voilà Henri. Ah, j'ai pas Henri qui arrive à me répondre. Ah, je crois que j'ai été coupé un peu, Vladimir. Ah oui, ça va mieux. C'est revenu. Non, je disais uniquement... un grand blanc du coup. Je disais uniquement que beaucoup d'entre vous avaient un mix fonds euro allocation pilotée. Donc la performance présentée ici n'est pas forcément la performance de leur contrat. Il y a une partie du fonds euro qui notamment délivrera de la performance en début d'année suivante. Donc voilà, il faut pondérer peut-être les performances qui sont annoncées ici. C'est pas forcément la performance de votre contrat. Mais en tout cas, voilà, ce sont des éléments d'analyse beaucoup plus faciles à présenter et évidents à présenter pour Vladimir, qui lui n'intègre pas le fonds euro dans son allocation, évidemment.
Alors voilà, comme Vladimir le disait, nous passons à la partie questions-réponses. On a sélectionné une dizaine de questions. La première d'Edouard à laquelle je vais répondre. Hein. Edouard qui nous demande quelle est l'incidence sur le fonds euro de l'incertitude actuelle. Alors Vladimir l'a présenté, hein, l'incertitude actuelle en Europe et en France en particulier a pour effet d'écarter un petit peu, hein, notamment la prime de risque des taux français par rapport à l'Allemagne. Le fonds euro, c'est 80% d'actifs obligataires. Une hausse des rendements obligataires est plutôt favorable au fonds euro. Tant que ça reste mesuré, c'est plutôt quelque chose qui va venir soutenir le rendement futur. Donc, quelque part, actuellement, le fonds euro a besoin quand même de reconstituer un stock d'obligations rémunératrices dans son portefeuille. Le fait que les taux autour de 3,5 ou 3,30 pour la France à peu près aujourd'hui, soit à ces niveaux-là, c'est plutôt bon signe. On rappelle quand même que le fonds euro, c'est pas que de l'obligation d'État, hein, c'est à peu près moitié-moitié, voire un petit peu plus d'obligations d'entreprise, hein, corporate. Mais malgré tout, il y a une corrélation entre les deux souvent. Voilà, donc c'est plutôt c'est que les taux un peu élevés durent un peu plus longtemps que prévu, c'est plutôt assez favorable en fait au fonds euro, tant qu'on reste dans des niveaux bien sûr mesurés. On parle pas de crack obligataire ni même action comme l'a dit Vladimir, mais tant qu'on gagne un petit peu de temps, c'est plutôt favorable au fonds euro pour quelque part gagner un peu de rémunération compétitive dans le temps et sur les futures années. Quoi. Voilà Edouard, une question maintenant d'Anthony pour Vladimir qui nous demande une question qui n'est pas facile. Quel impact sur la bourse des élections en Europe et aux USA? Alors oui, elle est compliquée celle-là, surtout dans le contexte actuel, parce qu'il y a les élections en Europe qui ont été les élections européennes, qui finalement, les élections européennes ont, sur l'ensemble, je dirais, des pays qui peuvent être représentés, il n'y a pas de changement majeur au niveau du Parlement européen. Donc je dirais les grandes orientations en Europe devraient pas trop changer. En revanche, on sait tous, il y a quelques changements potentiels sur le Parlement français, même si il reste un deuxième tour à venir et on verra bien ce que ça va donner. Alors, l'impact sur la bourse, probablement de l'incertitude, parce que de toute façon, je dirais, sans faire de politique fiction, celle qui est la majorité actuelle, qui était la plus probablement pro-européenne et d'une certaine façon la plus modérée d'un point de vue économique, entendons-nous bien, ne pourra pas conserver, je dirais, de quelconque majorité, et donc on aura un changement qui va arriver. Ce changement sera soit une politique différente, soit une instabilité en termes de politique économique. Dans un cas comme dans l'autre, ça va créer de l'incertitude. Et cette incertitude, risque de durer au moins jusqu'à la fin de cette année, voire un petit peu plus. Maintenant, il faut garder en tête que, en France en particulier, beaucoup de nos grandes entreprises réalisent une proportion très très significative de leur chiffre d'affaires en dehors de France et même en dehors d'Europe. C'est le cas de LVMH, c'est le cas de Total, c'est le cas de tout un tas d'entreprises. Alors non seulement, je dirais, du coup, elles sont un peu immunisées sur leur chiffre d'affaires par cette composante internationale, mais en plus, vous le savez, dans les règles sur les entreprises, c'est qu'elles payent leurs taxes là où elles réalisent du chiffre d'affaires. Donc, même s'il y avait une incertitude quelconque fiscale, ça impacterait assez peu ces grandes entreprises françaises. Donc, oui, effectivement, de l'incertitude, mais attention, faut pas non plus, je dirais, tomber dans, je dirais, d'un seul coup une crise, une forme de stress trop important pour les entreprises, nos belles entreprises françaises. Maintenant, aux États-Unis, je dirais, la plus grande interrogation, c'est est-ce que, suite au débat qu'il y a pu y avoir, est-ce que Joe Biden va finalement continuer à être dans la course? Très compliqué, je dirais, de dire ça. Si c'était le cas, finalement, on sait très bien ce qu'il a fait pendant 4 ans, et donc ça devrait se répéter. Peut-être qu'il y aura un peu plus de taxes, mais l'impact sur la bourse ne devrait pas être majeur, en tout cas par rapport à actuellement. Et ces 4 dernières années, hormis quelques phases délicates, globalement sur la bourse américaine, ça s'est plutôt bien passé. Et du côté de Trump, je dirais que lui, il est plutôt, on baisse les taxes, on rapatrie l'activité aux États-Unis. Donc ça, c'est bon pour la bourse américaine. Donc globalement,
je dirais pas trop d'inquiétude. Donc des incertitudes, mais attention à pas tomber non plus dans un stress trop important, je dirais, sur la partie Europe et aux États-Unis, pas trop non plus d'inquiétude, sachant encore une fois que même si la baisse des taux d'intérêt est peut-être un peu moins importante, moins rapide que ce que l'on avait pu espérer, une baisse des taux d'intérêt, c'est quelque chose qui est plutôt favorable pour les marchés d'actions et pour les bourses. Donc globalement, ça devrait être plutôt favorable dans l'ensemble. Merci Vladimir. Question suivante, une question de Daniel qui nous demande en quoi le cadre fiscal de l'assurance vie est-il si avantageux. Alors effectivement, l'assurance vie que l'on surnomme également le couteau suisse du patrimoine, parce que c'est une solution qui permet de répondre à beaucoup d'objectifs patrimoniaux dans un cadre civil et fiscal avantageux. Alors un contrat d'assurance vie, c'est un produit de capitalisation, donc en fait, tant que vous n'effectuez pas de retrait, vous n'êtes pas fiscalisé. Donc toutes les opérations que vous pouvez générer, toute la plus-value que vous pouvez générer dans votre contrat, tant que vous ne sortez pas, elle n'est pas fiscalisée. Et puis lorsque vous sortez, vous savez qu'il y a cette fameuse maturité fiscale de 8 ans. Donc ça ne veut pas dire que les fonds sont bloqués avant 8 ans, ça veut dire uniquement que la fiscalité lors d'un retrait est adoucie après 8 ans, puisqu'il y a un abattement annuel sur les gains de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé, donc en fait qui fait une déclaration commune. Donc ça c'est la partie retrait. Donc en fait l'assurance vie est très adaptée pour effectuer des retraits réguliers très peu fiscalisés, surtout si le contrat a plus de 8 ans. Donc là c'est en cas de vie, en cas de décès, vous le savez bien sûr, l'assurance vie c'est un actif que l'on dit hors succession, donc elle a sa propre règle civile et fiscale. Vous avez une clause bénéficiaire pour désigner les bénéficiaires de votre choix. Fiscalement, il y a une distinction qui est faite entre des versements effectués avant 70 ans ou après 70 ans. Avant 70 ans, il y a un abattement par bénéficiaire de 152 500 € et au-delà, c'est un taux forfaitaire qui s'applique. C'est pas le barème des droits de succession, c'est un taux forfaitaire de 20% ou de 31 à 25% au-delà de 852 500 € par bénéficiaire. Et après 70 ans, eh bien là, c'est un nouvel abattement qui s'applique, qui est commun aux bénéficiaires de 30 500 €, mais les gains générés par les versements après 70 ans sont exonérés. Donc en fait, la fiscalité avant 70 ans est souvent plus avantageuse, mais après 70 ans, elle est également fortement, surtout si, quelque part, vous jouez le jeu de ne pas vous limiter à 30 500 € d'abattement et d'essayer de générer, avec une partie peut-être diversifiée, de générer des intérêts significatifs. En cas de transmission, ça peut être très intéressant. Voilà, donc l'assurance vie est en fait adaptée fiscalement, quel que soit votre âge. Et c'est vraiment cette spécificité. Regardez, on prend l'exemple avant 70 ans, un couple avec 3 enfants qui disposent chacun d'un contrat d'assurance vie, en fait, pourrait transmettre un peu plus de 450 000 € chacun en franchise d'impôt. En fait, hors actif de succession, et on rappelle que les enfants, par exemple, ont 100 000 € d'abattement en ligne directe dans le cadre de la succession. Donc en fait, ça ferait 900 000 € via l'assurance vie pour un couple avec 3 enfants qui délivrerait une clause bénéficiaire avec un tiers, un tiers, un tiers. Donc c'est quelque chose de très puissant qui doit bien sûr un petit peu se préparer, un petit peu s'anticiper, parce que ce serait dommage d'attendre d'avoir 70 ans. Mais voilà, le cadre fiscal de l'assurance vie est très très fort, même s'il a été un petit peu rogné longtemps, il reste très puissant. Alors, question suivante. Vladimir, pour vous, une question de Maxime qui nous demande quelles conséquences d'une potentielle victoire de Trump, on est très élection dans les questions, les conséquences d'une potentielle victoire de Trump sur la parité euro-dollar. Les devises, c'est pas forcément simple à analyser. Alors, je dirais même, c'est très compliqué. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ce que j'évoquais sur la durée d'un mandat présidentiel qui est de 4 ans aux États-Unis. Si Trump est élu, on peut s'attendre à ce qu'il y ait certaines activités qui soient rapatriées. Qui dit activité rapatriée dit rapatriement aussi monétaire. Donc implicitement, c'est vendre des devises en dehors du dollar pour acheter du dollar. Donc normalement, ça, c'est plutôt pour que le dollar monte par rapport à l'euro. Maintenant, on est loin d'être uniquement dans ce contexte-là. J'évoquais tout à l'heure l'éventualité, enfin plus que l'éventualité, les baisses de taux que l'on aura devant nous. La question sur les baisses de taux, c'est laquelle des deux, entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine, ira le plus vite, le plus loin. Parce qu'en fait, on le voit aussi, il y a une influence assez forte des niveaux de taux d'intérêt entre les pays,
puisqu'il y a certaines personnes, certains gros investisseurs qui, à un moment, peuvent décider d'arbitrer. Si, d'un point de vue taux d'intérêt, il est plus intéressant de placer ici que de placer là, alors ils arbitrent d'un côté ou de l'autre. Donc la vitesse à laquelle ça ira pourra influencer sur le dollar. Autre élément qui, cette fois-ci, peut être délicat pour la devise américaine, c'est qu'une victoire de Trump, ça peut être, je dis bien ça peut, c'est un gros conditionnel, je dirais, tensions supplémentaires avec la Chine. S'il y a des tensions supplémentaires avec la Chine, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la Chine est le plus gros détenteur de dette américaine, donc implicitement est le plus gros détenteur de dollars dans le monde. Du coup, s'il y a des tensions et que d'un seul coup la Chine commence à se dire on va vendre notre dette américaine à n'importe quel prix, quitte à ce que ce soit prix cassé, ça pourra avoir une influence négative sur le dollar. Donc on le voit, c'est assez compliqué parce que d'un côté Trump lui-même dans sa politique est plutôt du bon côté du dollar, mais de l'autre côté il peut y avoir des forces de rappel. Globalement, ce que l'on a tendance, nous, à dire, c'est que dans une approche sécuritaire, il faut pas se poser de questions, il faut pas être exposé sur des devises étrangères. En revanche, lorsque l'on est sur des unités de compte, notamment exposées sur les actions, finalement, autant prendre, je dirais, le change, le risque de change et donc le dollar si on va sur des actions américaines avec, puisque l'impact sera relativement négligeable à la fin. Merci Vladimir, c'est très clair. Une question pratique de Patrick, une question pratique aussi, qui nous demandera si il y aura encore en 2025 des offres à taux boosté sur le fonds d'euro. Alors on l'a vu, on en parlait tout à l'heure sur Netissima avec ce fameux boost sur les versements de 1,50% en 2024-2025. Actuellement, de façon tout à fait transparente, on ne sait absolument pas ce que les assureurs auront prévu de faire pour 2025. Nous, quelque part, on a voulu ne pas être dépendant de ce type de pratique et proposer un nouveau fonds d'euro, placement direct Euro Plus dont on parlait tout à l'heure, qui quelque part n'a pas besoin d'avoir de boost sur le rendement pour être très compétitif en termes de rémunération, puisqu'on était à 4,10 l'année dernière. On a structurellement dans le moteur de performance un peu plus de boost, puisqu'on a des obligations qui ont été émises récemment et qui ont plus de coupons à délivrer. Donc quelque part, c'est un moyen, selon nous, de ne pas être dépendant de boost et de pratiques commerciales d'une compagnie à un moment donné sur une période courte ou à un autre. Donc, si vous avez des fonds à investir ou sur un nouveau contrat Euro Plus, chez nous, sera clairement une bonne solution. Mais voilà, bien sûr, on vous tiendra au courant s'il y a des opérations qui sont prévues en 2025. Ces opérations sont toujours de toute façon pour offrir un bonus sur de nouvelles souscriptions, sur de la collecte nouvelle. C'est pas sur votre stock, c'est bien sur de la collecte nouvelle. Donc voilà, s'il n'y a pas ça, il y a Euro Plus quelque part. Alors une question de Féti pour vous, Vladimir, qui vous demande quelle zone géographique privilégier, l'Europe ou les USA? Les deux, il faut privilégier parce que, comme je l'ai évoqué, à un moment, la diversification, c'est important. Maintenant, il est certain que vu d'aujourd'hui, si on parle en termes de ce qu'on appelle la valorisation, c'est-à-dire est-ce que les entreprises, dans le prix auquel on les achète en bourse, est-ce qu'elles ont tendance à être plus chères que leurs normes un peu historiques ou moins chères? En termes de valorisation, l'Europe est beaucoup moins chère que les États-Unis. C'est indiscutable. Maintenant, aux États-Unis, il y a un phénomène qui est très particulier, c'est que il y a eu ces dernières années ces entreprises qu'on a appelées les 7 magnifiques. Alors les 7 magnifiques, pour ceux qui l'ont en tête, c'est la traduction littérale de Magnificent Seven, et chez nous ça s'était traduit aux 7 mercenaires, puisque c'est vraiment cette référence à ce film qui est faite ici. Mais ces 7 magnifiques, qui sont grosso modo les entreprises technologiques qui, d'une façon ou d'une autre, à un moment, sont impliquées dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment le grand truc. Donc dedans, vous avez cette fameuse entreprise dont j'imagine vous avez entendu parler, Nvidia, qui produit des puces. À l'origine, ils produisent des puces graphiques pour les jeux vidéo, et en fait on s'est rendu compte que ça pouvait très bien s'adapter à l'intelligence artificielle. Vous avez aussi les Amazon et ainsi de suite dans ces 7 magnifiques. Et donc si on retire ces 7 magnifiques du marché américain, et finalement le marché américain il n'est pas plus cher que l'Europe. Donc je dirais qu'à la fin,
L'idéal, c'est vraiment d'avoir des portefeuilles qui mixent plusieurs zones géographiques, encore une fois, parce que c'est le meilleur moyen, selon nous, d'éviter d'être embarqué dans un problème spécifique sur une zone. Et quand je dis mixer plusieurs zones, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, il y a l'Asie, il y a le Japon, il y a l'Angleterre. Il faut vraiment avoir une vision assez large du monde et de l'investissement. C'est ce qui permet à la fin, je dirais, de limiter les risques tout en conservant une performance très attractive. Merci Vladimir. Alors une question d'Hélène, une question que vous êtes nombreux à nous poser actuellement, hein, puisque vous avez automatiquement et pour beaucoup investi dans des supports immobiliers, et donc qui nous demande aujourd'hui quelle est notre position sur les SCPI. Alors vous savez, les SCPI, donc c'est de la pierre papier, hein, des véhicules d'investissement en immobilier au sein d'assurance vie ou même en direct, hein. Il est possible de les avoir dans l'enveloppe assurance vie ou en direct. D'ailleurs, c'était plutôt en direct et après dans l'assurance vie, c'est plutôt comme ça que ça devait s'apprivoiser au départ. Alors nous, ce que l'on pense fondamentalement, c'est qu'il va y avoir un avant-après de cette crise immobilière sur la partie SCPI, puisqu'il y a un certain nombre des SCPI qui ont déjà baissé la valorisation de leur part l'année dernière, qui peut-être la baisseront encore un petit peu cette année, puisque la hausse des taux a engendré bien sûr des répercussions sur les prix de l'immobilier. Il y a une sensibilité historique, hein, mais qu'on n'avait plus vue puisque les taux ne faisaient que baisser depuis des années sur le marché immobilier. Là, on voit que ça a des répercussions en termes de prix, en termes de valorisation. Nous, ce que l'on pense, c'est que effectivement, des SCPI un peu traditionnels, un peu classiques, qui ont beaucoup de bureaux, des bureaux peut-être dans des zones qui ne sont plus tout à fait dans l'air du temps ou dans des zones qui sont un petit peu délaissées des investisseurs aujourd'hui. Par exemple, à la Défense, vous avez une vacance locative à Paris Paris la Défense qui est très forte actuellement. On pense que ces SCPI risquent d'avoir du mal à redémarrer, vont être pénalisés par leur parc immobilier, par leur gros patrimoine immobilier actuellement. Et à l'inverse, vous avez de nouvelles SCPI qui se sont lancées au bon moment avec soit un coup de chance, hein, soit de façon opportuniste en voyant que c'est toujours pendant les crises que les écarts se font et que c'est toujours pendant les crises qu'il y a des opportunités. Et donc, en se lançant et en créant leur portefeuille quelque part aujourd'hui, alors que le marché est en train de corriger et que automatiquement il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc ceux qui sont acheteurs ont de quoi montrer les muscles pour faire de bonnes acquisitions et faire un peu les soldes. Donc on pense réellement que peut-être ces nouvelles SCPI aujourd'hui, qui sont encore assez nombreuses, avec pour certaines d'ailleurs un vrai paradigme qui est en train de changer aussi au niveau des frais, puisque de nombreuses SCPI proposent une absence de frais de souscription, un peu plus de frais de gestion, mais une absence de frais de souscription. Nous, on croit réellement qu'il faudra être très sélectif dans son choix de SCPI, et on vous guidera, on en reparlera très prochainement de toute façon, mais il y aura certainement des opportunités, mais évidemment, il y aura un petit peu de casse aussi sur certaines SCPI un peu moins bien positionnées. En tout cas, c'est notre point de vue, Hélène. Allez, une question de Michel Vladimir, qui est également une question qu'on a eue assez souvent, hein, chez PassionDirect.fr. Pourquoi le niveau actuel des taux d'intérêt relativement élevé, on en a parlé, hein, ne fait-il pas baisser les actions? Et est-ce que cette situation peut durer? C'est très très intéressant comme question, parce que on rentre là dans un côté assez un peu technique notamment des marchés d'actions. En fait, les marchés d'actions, d'une certaine façon, ils passent leur temps à regarder l'avenir, à essayer de regarder le futur. Et donc, ce qui compte pour les marchés d'actions, ce n'est pas tant le niveau actuel des taux d'intérêt que les anticipations que l'on peut avoir sur ce que seront les taux d'intérêt dans un avenir plus ou moins proche, puisque les actions regardent en fait, je dirais, dans les années futures, les bénéfices potentiels sur 3 ans, 5 ans d'une entreprise donnée. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est de toute façon rentré dans une phase où les taux d'intérêt, a priori, vont baisser. En tout cas, les taux d'intérêt régulés par les banques centrales, ils vont baisser. Or, de combien exactement à terme, on ne sait pas nécessairement, on ne sait pas non plus nécessairement quel rythme, mais au moins on a la certitude de cette baisse. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui maintient les marchés d'actions, c'est l'éventualité, ou plus que l'éventualité, c'est cette baisse des taux d'intérêt que l'on voit venir dans les mois, années. Maintenant, on peut se poser la question, c'est qu'effectivement, pourquoi finalement les marchés d'actions n'ont pas baissé avant?
Alors, ils ont baissé en fait en 2022. Rappelez-vous, lorsque la phase de montée des taux était, je dirais, acquise, on était en plein dedans de la part des banques centrales, les marchés d'actions ont corrigé, parfois de 10-15%, de façon assez significative. Mais très vite, en fait, ils ont commencé à anticiper que les banques centrales allaient s'arrêter et que derrière, en fait, les banques centrales finiraient par les baisser. Alors, probablement qu'ils ont anticipé un peu excessivement, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, au début de l'année, les marchés boursiers, globalement, anticipaient un nombre assez significatif de baisses de taux pour cette année. On ne les a pas. C'est ce qui peut rendre, je dirais, les marchés un peu plus fébriles peut-être dans les mois à venir. Mais globalement, ça ne durera qu'un temps à partir du moment où les taux d'intérêt continueront à baisser tel que ça a été commencé par la Banque centrale européenne. Merci Vladimir. Je crois que c'était pas le mot de la fin, effectivement. Il y a encore une question de Bernard qui nous demande, une question compliquée, qui nous demande s'il est possible de modifier rétroactivement la fiscalité de l'assurance vie. Alors, en matière de fiscalité en France, il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est un principe de base. Tout est possible et l'ingénierie fiscale de notre administration est souvent assez importante. Mais normalement, il y a un principe de non-rétroactivité. C'est d'ailleurs rappelé dans l'article 2 du Code civil. Et si on regarde l'historique de la fiscalité de l'assurance vie, il y a toujours eu un avant, un après. Si on regarde la fiscalité au décès, avant le 13 octobre 98, après le 13 octobre 98, c'est la fameuse instauration de l'abattement d'1 million de francs à l'époque, donc de 152 500 € aujourd'hui. Il y a bien eu une segmentation avant-après. Donc, les contrats qui avaient été souscrits avant ou alimentés avant n'étaient pas concernés, et ceux qui l'ont été après le sont. Pareil pour la fiscalité en cas de retrait, la fameuse flat tax qui a été instaurée le 27 septembre 2017 en assurance vie. Il y a eu un avant-après. Il y a 2 compartiments qui sont créés. S'il y a un seul et même contrat alimenté avant, alimenté après, en fait, il y a 2 compartiments dans le contrat. Et il y a bien une fiscalité qui n'est pas rétroactive, qui ne s'applique qu'après la mise en place de cette nouvelle règle fiscale. Donc, normalement, il n'y en a pas, mais il faut rester prudent parce que on ne sait jamais. En France, tout est potentiellement, en termes de fiscalité, tout est potentiellement possible, mais voilà, on va pas jeter de l'huile sur le feu ou faire peur, ça sert à rien, mais historiquement, il n'y en a pas eu. C'est pour ça qu'il faut quelque part aussi cadenasser les conditions fiscales actuelles de ces contrats d'assurance vie en souscrivant bien sûr un contrat d'assurance vie si vous n'en avez pas, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui, le compteur fiscal tourne, même avec pas grand-chose, ça peut toujours vous servir demain. Donc, quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir un contrat d'assurance vie ouvert, ça sera toujours pratique, que la fiscalité évolue ou non à l'avenir. Alors, une question d'Olivier, je crois que c'est la dernière, d'ailleurs, j'avais pris un peu d'avance tout à l'heure, Vladimir. Quel type de fonds obligataires, on en a parlé, le marché obligataire retrouve un peu d'attractivité, et il vous demande quel type de fonds obligataires privilégier en 2024 et en 2025. Alors peut-être en préambule de ma réponse à cette question, je vais rappeler juste un ou 2 éléments qui caractérisent les fonds obligataires. Un premier élément, c'est dans le jargon financier, c'est ce qu'on appelle la duration. La duration d'un fonds obligataire, c'est grosso modo la durée de vie moyenne des obligations qu'il y a en portefeuille. Si vous êtes investi uniquement sur des obligations à échéance 10 ans, vous avez une duration qui est longue, pas tout à fait 10 ans, mais qui s'en rapproche. Si vous êtes investi uniquement dans des obligations dont l'échéance est de moins d'1 an, cette duration, elle est inférieure à 1 an. Donc, c'est un premier axe, je dirais, sur lequel les fonds obligataires peuvent se différencier. Le deuxième axe, c'est sur le type, je dirais, d'émetteurs. Vous avez les États qui sont des émetteurs d'obligations. Vous avez des grandes entreprises, j'évoquais tout à l'heure des LVMH, Total ou autres, qui émettent des obligations. Et vous avez aussi des entreprises un peu plus en difficulté, plus petites et plus en difficulté. Généralement, on appelle ça, les premières que j'ai citées, LVMH, Total, des entreprises dites, alors on dit investment grade, on adore les termes anglais en finance, c'est de la bonne qualité, donc c'est des entreprises dont on est quasi certain qu'elles vont rembourser en fait. Une obligation, c'est un emprunt en définitive. Et les autres, c'est des entreprises qu'on appelle high yield dans notre jargon. C'est de la moins bonne qualité, donc il peut y avoir un peu d'incertitude. Nous, ce que l'on pense dans ces différentes caractéristiques, c'est que pour le moment, il faut d'une part véritablement privilégier une certaine flexibilité sur ces différents paramètres.
parce que il va falloir être capable, je dirais, d'assez rapidement potentiellement bouger pour modifier le risque que l'on prend sur le monde obligataire. Est-ce qu'il vaut mieux être sur des souverains ou bien sur des entreprises? Est-ce qu'il vaut mieux être sur du sécuritaire et regarder des choses très court terme, comme on dit, ou être beaucoup plus à long terme? Donc la flexibilité sera très importante, mais pour l'instant, pour vous donner une indication, dans les portefeuilles des forces que l'on a évoquées au début, nous avons un mélange en fait entre des entreprises de bonne qualité et des entreprises de moins bonne qualité, très peu d'emprunts d'État, très peu d'emprunts souverains, qui aujourd'hui ne nous semblent pas très intéressants, je dirais, comme emprunteurs. Il faut l'avoir en tête, hein, les États sont fortement endettés. Donc globalement, ça ne nous semble pas très intéressant d'être investi sur ce type de dette et donc ce type d'obligation. Et nous sommes plutôt sur des horizons très courts sur nos investissements obligataires. On est plutôt sur des choses en moyenne à horizon 2 ans, peut-être 3 ans, mais pas tellement plus sur les obligations. Donc c'est ce que l'on fait dans nos portefeuilles parce qu'on estime qu'il n'y a pas tellement d'intérêt encore d'aller véritablement prêter de l'argent à très long terme. On a grosso modo le même rendement si on prête de l'argent à 2 ans que si on le prête à 10 ans. Donc franchement, quel intérêt d'aller à 10 ans? Et nous préférons les entreprises comme, je dirais, comme emprunteurs qui nous rémunèrent plus, je dirais, sur leurs coupons que ne peuvent le faire les États aujourd'hui. Très bien. Merci Vladimir. Alors, est-ce que c'était le mot de la fin? Merci Vladimir. Merci à tous de nous avoir suivis. Hein. Comme vous le savez, vous aurez accès à ce webinaire en replay très rapidement. Nous espérons que ça vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous certainement au mois de septembre pour un nouveau webinaire. On vous donnera le sujet qui n'a pas encore été déterminé à ce jour, mais on a quelques idées à vous proposer en tout cas. Merci beaucoup de votre participation. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires avant que le webinaire soit terminé, hein, savoir si ça vous a plu, si vous avez des idées aussi de prochains sujets. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer un très bon été. Et Vladimir, à bientôt également. Et merci encore. Merci Henri et merci à tous pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite également un très bel été. Merci. Au revoir.